1981. Dès sa prise de pouvoir, François Mitterrand décide de changer à tout jamais la physionomie de la capitale. Le président lance une politique de grands travaux qui rivalise avec les plus grands chantiers de l'histoire. Il s'est vécu très tôt comme homme d'État et à ce titre comme constructeur, bâtisseur. Avec ces grands travaux, je pense qu'il voulait simplement s'inscrire dans le temps, dans la durée longue et dans l'histoire. Ramsès, François Ier, oui, je crois qu'il avait cette dimension. La pyramide du Louvre, la très grande bibliothèque, l'Arche de la Défense, l'Opéra Bastille, pour ne citer que les principaux travaux, rien ne semble pouvoir assouvir la soif de bâtisseur de François Mitterrand. Il n'y a pas d'autre personnage que lui qui pouvait incarner ce rêve et cette vision. Nous allons enquêter pour savoir ce qui motive, pendant 14 ans, cet infatigable constructeur qui se voulait l'égal de Louis XIV ou de Napoléon. François Mitterrand a une dimension mystique qui n'a strictement rien à voir avec le comportement d'un certain nombre de ses successeurs. Éléments visibles et évidents ou symboles cachés et ésotériques. Quelle lecture à plusieurs degrés peut-on faire de cette œuvre pharaonique? Nous allons analyser ce que les pierres nous disent du président, architecte de la Ville Lumière. Ce qui semble assez évident, c'est que Mitterrand a eu accès à des connaissances plus ou moins secrètes. Je pense que c'est le secret dans la transparence. Nous démontrerons que ces grands travaux font en fait partie d'un canevas global orchestré dans l'ombre par celui que l'on surnommera le Sphinx élyséen. Tout est entremêlé, le symbolique, l'ésotérique, le politique, l'esthétique. Mais quand on ne comprend pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Parce que justement, plus un savoir est caché, plus il vous offre le pouvoir. « 31 décembre 1994. À l'issue de 2 septennats, vaincu par la maladie, François Mitterrand confie à une France médusée la relation complexe qui le lie à la spiritualité et à l'occulte. Mes chers compatriotes, l'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Quand François Mitterrand dit « je ne vous quitterai pas », on a l'impression que c'est presque une parole christique. Évidemment, les forces de l'esprit, pour lui, c'était une présence de l'invisible qui traverse tout, la matière, les gens. Il avait donc une vision qui était très large de la spiritualité. Il est clair que ce n'est pas un pur matérialiste. Alors c'est un message qui s'envoie à lui-même pour essayer de conjurer la mort, et puis c'est un message à la postérité. On ne sait pas bien comment le qualifier d'ailleurs, ce côté spirituel, qu'il a dit quelque part que l'esprit, à travers le temps, a une force. La force de la volonté, la force d'une histoire, la force d'un bâtiment. Spiritualité, empreintes dans le temps sont forcément extraordinairement liées pour François Mitterrand, beaucoup plus que pour n'importe quel autre être souverain. Il y avait une volonté d'éternité. C'est son rôle face à l'histoire. Il a vraiment pensé à ça à partir du moment où, en 81, il était à la fonction suprême. Or, qu'est-ce qu'on peut laisser de mieux à l'histoire qu'un monument? Ce n'est pas un monument que François Mitterrand va laisser à sa mort, mais un ensemble de réalisations énigmatiques regroupées sous le nom générique de grands travaux. Ces derniers font résonner en nous cette mystérieuse affirmation « Je ne vous quitterai pas ». C'est vraiment un chef d'État qui joue au monarque. Dans toute ville, je me sens prêt au architecte, je tranche, je dessine ou j'arbitre. C'est un abeille architecte, c'est une phrase des années 70. On l'a ressorti dès lors qu'il est devenu président de la République et qu'il a révélé son désir de grands travaux. C'était pas un programme à soumettre aux Français, c'était pas la retraite à 60 ans, c'était pas la décentralisation, c'était pas l'installation des banques. C'était lui, François Mitterrand, laissant sa trace dans l'histoire à travers les grands travaux, mais au-delà d'un programme électoral. C'est une forme déterminante du pouvoir. Je me suis beaucoup promené dans Paris. Dans ma tête, c'est vrai, à tout moment, je rebâtissais... Ah oui, déjà? Oui, déjà. Bon, je ne pensais pas que j'en aurais l'occasion. Ouais. Mais quand j'en ai eu l'occasion, je ne l'ai pas raté. Et pour preuve, dès sa première conférence de presse, le nouveau président annonce le début à marche forcée des grands travaux. Ça vient très tôt, au mois de décembre 80, donc un peu plus de 6 mois après son élection. Comme si ça allait de soi, comme si ce n'était pas une annonce surprenante et nouvelle. Je pense qu'il y avait pensé depuis longtemps. Vous imaginez que, en l'espace de quelques semaines, nous décidons la construction d'un nouvel opéra, le doublement du budget de la culture, la
construction de la Tête des France, la construction de la Cité de la musique, la rénovation de 1000 bibliothèques et de plusieurs centaines de musées. Il n'avait pas froid aux yeux. Au cours de nos investigations, nous allons nous rendre compte au travers des réalisations de François Mitterrand que rien chez le président n'est laissé au hasard. François Mitterrand était quelqu'un qui avait un sens aigu des lieux sacrés, des rites sacrés. Il me disait, il y a des endroits dans lesquels on sent l'énergie, d'autres pas. Donc il y avait bien cette idée qu'il y a une géographie énergétique en France, dans Paris. C'était quelque chose qu'il percevait. Si on veut vraiment accéder à la signification authentique de Paris, telle qu'elle a été conçue à travers les siècles, il faut impérativement adopter un regard sacré. Je pense à Louis XIV, je pense à Napoléon, je pense à François Mitterrand. Il est évident que la symbolique des monuments faisait partie de leur projet originaire. L'histoire monumentale de Paris s'inscrit beaucoup dans le cours de la Seine. Et ce qu'a fait Mitterrand, le Louvre, la très grande bibliothèque, l'Opéra de la Bastille, tout ça c'est sur la Seine. C'est un peu l'élément structurant de son œuvre. Toute l'organisation des monuments de François Mitterrand le long de cet axe ou sur d'autres axes ne répond pratiquement pas à des considérations d'ordre utilitariste ou même esthétique. On est dans un plan parfaitement conçu pour organiser sur une base urbanistique quelque chose qui a tout à voir avec le symbolisme, avec des doctrines philosophiques, ésotériques ou magiques complètement occultées. Je me sens en communication avec les forces telluriques de ce qui fut toute l'histoire de la France. Rien ne m'en écarte, rien ne m'en a écarté, et c'est ainsi que je finirai. Cette phrase de Mitterrand prend une signification toute particulière à l'éclairage des monuments qu'il a érigés. Cette volonté d'entrer comme en résonance avec l'histoire de France et d'y inscrire son nom se manifeste dès les premières heures de son règne. Le début de notre enquête nous emmène vers la pyramide du Louvre, le plus emblématique des grands travaux de François Mitterrand. Érigée à quelques pas de la Seine, comme jadis les pyramides égyptiennes le long du Nil, son implantation ne doit rien au hasard, ni à des préoccupations esthétiques. La pyramide du Louvre, c'est la réhabilitation de la Maison des Rois de France. Le Louvre, c'est quand même un monument qui a été modifié au gré des changements politiques. Je crois que les derniers en date, c'était Napoléon III. C'est un projet, d'une certaine façon, une tradition monarchique. Mitterrand s'est un peu considéré comme une sorte de pharaon. D'ailleurs, à peine arrivé au pouvoir suprême, il s'empresse de commander l'érection d'une pyramide. Sa pyramide. J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination. Mais la destination première du Louvre, ça n'a jamais été d'être un musée. C'est un palais royal. Quand vous avez un président de la République qui vous annonce froidement, à peine élu, je vais rendre le Louvre à sa destination première, qui est celle d'être en fait le palais d'un roi prêtre, puisqu'il a également une fonction sacerdotale, qu'il nous dit, sans que personne ne s'en rende compte, je vais rendre au Louvre sa fonction première de palais et de temple. Depuis toujours, Paris a suscité chez les monarques des vocations de bâtisseurs. François Mitterrand ne va pas déroger à la règle. Pour arriver à ses fins et imposer l'architecte de son choix, Yeo Ming-pei, il est prêt à contourner les lois en vigueur. Il est évident que François Mitterrand mène cette affaire du Grand Louvre sans souci excessif des formes juridiques. Je faisais partie de la Commission supérieure des monuments historiques quand P a présenté son projet. Bon, c'était purement formel parce que tout le monde savait que c'était un choix du président et que c'est lui qui ferait les travaux, mais il y a eu une majorité de votes contre. Ils n'ont pas organisé de concours en profitant d'une espèce d'entourloupe, on peut bien dire, en prétendant qu'en fait c'était un réaménagement d'un bâtiment existant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous décidons de solliciter Paye. Nous avons trouvé une ruse pour ne pas organiser un concours et pour faire de Paye, ça veut dire le conseiller de l'architecte des monuments historiques. Pourquoi une pyramide ? Quand on posait la question, bon, tout le monde savait pourquoi, mais enfin, on ne répondait pas exactement à la question.
François Mitterrand impose avec autorité la pyramide de Peille. Il concrétise là une idée qui avait déjà traversé l'esprit échauffé de quelques architectes utopistes de la période révolutionnaire. Le 26 août 1792, une pyramide est dressée en l'honneur des martyrs de la Révolution du 10 août, au lieu même où s'acheva la monarchie. En 1793, une pyramide de bois est érigée sur la place du Carrousel pour les funérailles de Marat. Enfin, à l'occasion des célébrations du centenaire de la Révolution française, on envisagea de construire une pyramide dans la cour Napoléon en 1889. On se retrouve face, non pas à une lubie d'un chef d'État, mais à la continuité d'une certaine tradition, d'une volonté au cours des siècles d'implanter certains types de monuments à certains endroits. Parce que ça répond à un plan parfaitement organisé, réalisé de façon délibérée. La pyramide du Louvre occupe une position très emblématique dans la trame des grands travaux de François Mitterrand. L'axe Est-Ouest est l'axe historique de Paris et constitue l'un des canevas de développement des monuments souhaités par le président. L'axe Nord-Sud suit le méridien de Paris. Il est matérialisé par 135 médaillons de bronze créés par l'artiste néerlandais Jan Dibets. Cette œuvre a été commandée sous la présidence de François Mitterrand en hommage à l'astronome Arago. Le méridien est une ligne imaginaire qui relie un pôle à l'autre. Néanmoins, il revêt une grande importance symbolique. En effet, le pays qui parvient à décréter qu'une longitude devient le méridien zéro des fuseaux horaires devient en quelque sorte le maître du temps. Et c'est au croisement entre ce méridien et l'axe historique de Paris que se trouve la pyramide. La pyramide du Louvre, en fait, à peu près tout passe par elle, quoi. C'est le point nodal où toutes les forces alignées viennent se condenser. C'est vraiment ce que François Mitterrand lui-même appelle l'épicentre de la capitale. Examinons ces 4 monuments pyramidaux en commençant par le plus grand. Les dimensions de la grande pyramide du Louvre ne semblent pas relever du pur hasard. Les proportions de la grande pyramide et celles de la pyramide de verre sont très proches. Pourquoi ? La section d'or, le triangle d'or qu'ils ont exploré, sont encore pour moi valides aujourd'hui. J'ai eu beau essayer plusieurs formes, plusieurs hauteurs, je suis toujours revenu aux proportions du nombre d'or des Égyptiens. La base rapportée à la hauteur donne le nombre d'or. Terme mystérieux pour les néophytes, ce nombre se retrouve dans la majeure partie des monuments prestigieux, et ce depuis des siècles. Le nombre d'or dont il est question dans l'architecture, la biologie, la philosophie, le mysticisme, c'est un nombre qui a des caractéristiques exceptionnelles. Alors, si vous prenez un rectangle dont la largeur a pour longueur 1 et la longueur le nombre d'or, il est généralement admis qu'un tel rectangle est harmonieux. Si j'enlève un carré, j'obtiendrai un rectangle qui a la même proportion. Et c'est comme ça qu'on construit petit à petit la spirale d'or. C'est une réflexion sur l'ordre, en fait, le nombre d'or, avant toute chose. L'obsession de toutes les traditions, c'est la peur du désordre. C'est absolument fondamental dans l'esprit d'un souverain qui se pense comme un architecte du monde. Il s'agit tout simplement de figurer par l'harmonie qui résulte du nombre d'or, la capacité du souverain et de l'architecte à dominer les forces du désordre. Si les mathématiques permettent de révéler l'omniprésence du nombre d'or dans les proportions des pyramides du Louvre, c'est maintenant vers l'astrologie qu'il faut se tourner si l'on veut comprendre la disposition du site. On a conçu tout autour de la pyramide du Louvre une série de 7 bassins. Quand on les regarde du ciel, on se rend compte que ça correspond parfaitement à un horoscope. Cet étrange schéma correspond en fait en astrologie à la représentation ancienne d'un thème astral sur lequel est indiquée la position des astres à un jour et à un emplacement donné.
Dans l'eau de ces bassins sur laquelle se reflète la voûte étoilée, apparaît alors une véritable représentation de la carte du ciel sur la Terre. Maintenant que nous avons la clé, essayons d'ouvrir cette étonnante réalisation qu'est la pyramide du Louvre. L'entrée dans la pyramide a été toujours une grande préoccupation pour Pei. D'ailleurs, c'est un des problèmes de ce monument, c'est pas ce qui est le plus réussi. La pyramide, symboliquement, c'est un endroit dans lequel on n'entre pas. Or, faire d'une pyramide l'entrée principale d'un musée, ça me paraissait un peu contradictoire. Ce musée, qui accueille quotidiennement plus de 28 000 visiteurs, est effectivement doté d'une entrée ridiculement étroite. Comme bien souvent dans les œuvres mitterrandiennes, les questions pratiques se voient sacrifiées au profit de leur dimension symbolique. François Mitterrand avait une grande connaissance des symboles. Il savait les lire, il y était très sensible. Il connaissait la Bible, il connaissait le livre des morts de l'ancienne Égypte. Enfin, il y avait une attirance pour le phénomène religieux sous des formes diverses. C'était quelqu'un qui avait une grande perspicacité et une grande épaisseur spirituelle. Cristallisé sur des symboliques comme les pyramides, ça paraît tout à fait logique dans une pensée mitterrandienne. Ce qui semble assez évident, c'est que Mitterrand a eu accès à des connaissances plus ou moins secrètes de nature symbolique et qu'il les maîtrisait admirablement et que par ailleurs, il maîtrisait sans doute différentes formes de symbolisme. On peut retrouver des traces bibliques, on peut retrouver des traces de l'Égypte, on peut retrouver des traces maçonniques et ainsi de suite. S'il est de notoriété publique que jamais François Mitterrand n'a appartenu à la confrérie des francs-maçons, la culture maçonnique a néanmoins profondément marqué ses réalisations architecturales. Le Grand Louvre se trouve ainsi chargé de nombreuses références à cette tradition. La configuration même du musée n'est pas sans rappeler celle d'une loge maçonnique, à commencer par son orientation. Le cours du soleil est important, puisque les temples classiques, si on lit Vitruve, ils sont orientés. Alors vers l'Orient, c'est le soleil levant. L'existence même des 3 pyramidions qui entourent la Grande Pyramide peut se rattacher à l'univers maçonnique. Leur présence évoque les 3 fenêtres grillagées destinées à éclairer la loge et que l'on retrouve représentées sur le tableau de l'apprenti franc-maçon. Autre symbole troublant que nous révèle la pyramide du Louvre, la représentation d'une voûte de temple maçonnique parsemée d'étoiles à l'image d'un ciel nocturne que l'on peut contempler au travers des parois de verre. Le ciel du temple évoque la voûte céleste et on y retrouve les étoiles et en particulier l'étoile polaire. Les symboles maçonniques sont omniprésents et s'illustrent jusque dans la conception du grand escalier qu'empruntent les visiteurs pour accéder au musée. L'escalier hélicoïdal montre que quelque part il faut gravir les degrés pour atteindre la sagesse. Mais cet escalier peut aussi nous aider à descendre au centre de la Terre, au départ peut-être. Cette notion de verticalité d'ascension ou de descente se manifeste également en sous-sol par la présence d'une pyramide inversée. La pointe de celle-ci rencontre le sommet d'une autre sans qu'elle ne se touche pour autant, comme pour rappeler que ciel et terre ne se rencontrent jamais. Ce rapport ciel et terre à travers l'usage des pyramides trouve un écho dans une autre tradition dont Mitterrand était féru, celle de l'Égypte ancienne. Les Égyptiens appelaient les pyramides la demeure d'éternité. Au sein de cette pyramide, le roi se régénère, il devient un être de lumière et la pyramide est un escalier que le pharaon va franchir pour atteindre les étoiles impérissables. Et certainement que Mitterrand connaissait ce grand mythe de l'Ancien Empire où le roi va devenir lui-même le soleil.
Cette vocation régénératrice de la pyramide ne semble pas dénuée de sens pour François Mitterrand. Peut-être même touchons-nous là la raison d'être d'un tel bâtiment. Lorsque François Mitterrand, en septembre 1981, annonce ce projet de Grand Louvre, il vient d'apprendre qu'il a un cancer de la prostate et qu'il a un cancer métastasé dans les os. Donc, logiquement, il a une espérance de vie très courte, à peu près 3 ans. En imposant l'édification d'une pyramide, le président a-t-il voulu s'offrir une demeure d'éternité? Cette pyramide vient en effet sceller le lien qui unit le Louvre aux constructions égyptiennes. Le Grand Louvre agit comme un miroir du site Karnak-Luxor. En observant les plans des deux constructions, la demeure des rois de France et celle des pharaons de l'Égypte ancienne se superposent harmonieusement, avec le même décalage de 6 degrés 33 que nous retrouverons plus tard dans notre analyse. Si la pyramide conserve son parfum de mystère, que dire des colonnes de Buren qui constituent la prochaine étape de notre enquête? Obsédé par la perspective de revisiter les hauts lieux de l'histoire de France afin d'y apposer sa griffe, le président n'a reculé devant aucune polémique pour imposer les goûts de Jack Lang, jamais avare d'une tentation moderniste. Très honnêtement, moi au départ, j'ai été critique de cette œuvre-là. Personnellement, je ne trouve pas ça extraordinaire. Je trouve que ça n'a rien à faire là. Il aura suffi de quelques cylindres pour créer la polémique. Tout autour du chantier des Jardins du Palais Royal où Daniel Buren a installé son œuvre, la discussion va bon train. Mais que ce n'est pas du tout fait pour être dans ce cadre. Ce qui est grave, c'est ce que nous livrons quand même à ceux qui vont venir derrière nous. Et Buren a fait une erreur, une seule. Il aurait dû mettre des grandes palissades, on n'aurait rien vu. Ah non, mais les polémiques, tant mieux. Non, au contraire, ces polémiques nous donnaient un tonus supplémentaire. En dépit de la vindicte populaire, une fois encore, la volonté de Mitterrand s'est imposée non sans s'affranchir de toutes les règles en vigueur. En témoigne son ministre de la Culture d'alors, François Léotard, héritier du dossier initié par Jack Lang. Je ne l'aurais pas fait là, à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, je considère qu'il fallait s'entourer de beaucoup de garanties, et notamment de l'avis des commissions compétentes. On est passé outre toutes ces commissions, je crois que c'est une grave erreur. Pour essayer de comprendre le sens de cette installation, il nous faut étudier de près cette œuvre qui s'intitule « Les deux plateaux ». Elle se compose de 260 colonnes tronquées, en marbre rayé de noir de hauteur variable, disposées sur une sorte de damier. Le premier plateau est formé par les sommets de ces colonnes, tandis que le second, en dessous, est parcouru par une rivière souterraine. Si Daniel Buren a reconnu sa volonté de créer une œuvre monumentale, il s'est toujours refusé à en exprimer le sens profond. Il y a plusieurs choses. Il y a l'idée de faire des colonnes qui sont en écho aux colonnes classiques du XVIIIe siècle. Il y a l'idée d'introduire la rythmique classique des bandes noires et blanches, ici, de Buren. Et puis il y a une idée un peu plus compliquée de faire descendre des colonnes assez profondes vers le monde souterrain, le monde des catacombes, le monde des grottes, le monde de l'eau, le monde un peu tellurique. Dans le cas des colonnes de Buren, on a plusieurs éléments qui sont assez troublants en effet. Toutes les colonnes mesurent la même taille, mais elles sont plus ou moins enterrées, ce qui donne l'impression qu'elles n'ont pas la même taille. Je pense que là, on a un jeu d'opposition entre ce qui est apparent et ce qui est dissimulé. Montrer sans laisser voir. Voilà une fois de plus exprimée l'ambiguïté troublante des grands travaux. Les colonnes de Buren doivent être interprétées dans l'optique de la reconstruction symbolique du temple détruit. Quelle que soit la tradition dans laquelle on se situe, le temple a pour mission d'effectuer une liaison entre 3 niveaux, sous terre, terre et ciel. Et donc ces colonnes, au fond, établissent une jonction entre le ciel, la terre et les souterrains dans lesquels elles trouvent leur fondement. Il nous paraît évident à ce stade de l'enquête que lier la surface de la Terre à un monde souterrain semble être une préoccupation commune à bien des travaux mitterrandiens. Les grands travaux sont tous souterrains. Que ce soit la salle de recherche à la Bibliothèque nationale, elle est sous terre. Que ce soit le musée du Grand Louvre, il est toujours sous terre. La Grande Arche, on croit qu'il faut monter, mais en fait, au centre, il y a un cratère dans lequel nous pouvons descendre. On est là, dans la thématique du voyage au centre de la Terre. Dans les épreuves que l'on fait subir aux apprentis, il y a un nom qui est vitriol. En alchimie ésotérique,
Il signifie visite l'intérieur de la Terre et tu reconstruiras le monde. C'est une manière d'évoquer la transformation que doit faire le franc-maçon sur lui-même. La dimension maçonnique des constructions du président passe en permanence par une opposition entre le visible et l'invisible. Revenons à l'œuvre de Buren, dont l'aménagement recèle bien d'autres symboles secrets et troublants. Une vue aérienne du Palais Royal nous éclaire quant à la disposition géométrique des colonnes. Au nombre de 260, elles se répartissent sur 13 lignes de 20 colonnes. Ces nombres ne sont certainement pas dus au hasard. On les retrouve en effet dans le calendrier sacré des Mayas. Celui-ci comporte 13 mois de 20 jours. Si on le transpose sous forme de calendrier moderne, il nous donne l'agencement exact des colonnes du Palais Royal. Les colonnes figureraient ainsi un véritable temple à ciel ouvert. Cette révélation admise, il est encore plus surprenant de retrouver sur le sol parisien certains aspects du site de Chichen Itza et son fameux palais des 1000 colonnes auquel l'œuvre de Buren fait écho. Tout comme à Paris, ce centre religieux maya comporte également une pyramide, un terrain de jeu de balles et un observatoire. On y trouve même un temple des guerriers assimilable au temple de la Madeleine, dédié à l'origine à la gloire de la grande armée de Napoléon. Et tout cela dans un même périmètre. Par ailleurs, la présence d'une rivière symbolique souterraine résonne elle aussi comme une réponse à celle qui coulait sous les temples antiques, et notamment le célèbre fleuve Alphée de la mythologie grecque. L'idée du calendrier prend pour nous toute sa crédibilité lorsque l'on connaît l'obsession de François Mitterrand à l'égard du temps. Ce fameux temps qu'il voulait marquer de sa griffe, mais qui lui était compté. Cette préoccupation pour le temps se manifeste grandement par l'urgence dans laquelle ont été décidés et mis en œuvre la plupart des grands travaux. Nous nous rendons compte que, dans bien des cas, ils ont été menés comme une véritable course contre la montre. Dans la réalisation de ces grands travaux, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en ligne de compte pour hâter le processus. Il y a d'abord le fait que François Mitterrand sait que le temps lui est mesuré. Et puis il y a aussi, en filigrane, l'anniversaire de la Révolution de 1789. Même s'il se plaît à endosser le rôle d'un souverain, François Mitterrand n'en demeure pas moins président de la République. En célébrant avec faste le bicentenaire de la Révolution française, il manifeste l'étendue de son pouvoir. Parmi les objectifs que François Mitterrand a à cette époque, il y a l'idée d'être l'architecte, en quelque sorte, de ces célébrations de l'anniversaire de 1789. François Mitterrand a sciemment utilisé la thématique révolutionnaire, qui est un alibi pour justifier l'injustifiable. C'est le prétexte pour lui de lancer de nouveaux travaux pharaoniques, dont le point d'orgue sera l'inauguration le 13 juillet 1989 de l'Opéra Bastille. L'Opéra Bastille, on peut penser que c'est un rêve un peu idiot, et d'ailleurs ça n'a pas vraiment marché en tant qu'opéra populaire, mais l'idée de ne plus assujettir l'opéra aux fastes bourgeois paraissait légitime. Ce qui a été alors complètement raté, indépendamment d'un aspect architectural, c'est la vocation finalement de cet opéra, parce qu'il était quand même destiné à l'ouvrir à un public très large. Or, quand on voit le prix des places et ce que c'est devenu, on a complètement perdu cet objectif. L'Opéra de Bastille, pour moi, personnellement, c'est une erreur. C'est une erreur urbaine, c'est une erreur architecturale. On a tortueusement bricolé un espace impossible à réaliser pour un architecte, et on le ressent. Si l'espace ne s'y prête pas, pourquoi avoir choisi un tel lieu pour y construire une autre pièce du puzzle parisien de François Mitterrand? Là encore, le choix du site est parfaitement symbolique, puisqu'il s'agit en fin de compte de ce que l'on présente comme l'élément déclencheur de la Révolution française. De la forteresse monarchique à la colonne de juillet commémorant les Trois Glorieuses, en passant par l'éléphant napoléonien,
les grands souverains ont toujours considéré cette place comme un lieu stratégique pour manifester leur autorité. Outre ces références historiques, cette place est chargée de symboles plus personnels pour François Mitterrand. Rappelons que c'est ici même que se sont réunis ses partisans au soir de son élection le 10 mai 1981. 8 ans plus tard, ce sont les têtes couronnées et les présidents du monde entier qui se succèdent pour rendre hommage à François Mitterrand. Le public venu admirer ce nouvel opéra, prétendu populaire, est une fois de plus tenu à l'écart. Plus que la célébration d'un événement fondateur de la République, on assiste là à la mise en scène de l'ego présidentiel. Le bâtiment lui-même, censé marquer cet événement pour les générations futures, ne survivra qu'avec difficulté aux fastueuses célébrations de 1989. L'Opéra Bastille est déjà en danger. Inauguré en 1989 d'un coût de 2,8 milliards, sa façade est en train de se fendiller. Il y a eu quelques problèmes. L'Opéra Bastille a vu ses pierres se dégrafer et tomber. Donc il a fallu mettre sous filet pendant 10 ans, ça fait pas mal de rire. On va faire plaisir au monarque. Le monarque est pressé, on va s'activer. Donc on va prendre un peu moins de temps sur les travaux. Le monarque veut ce marbre-là, donc on va passer un coup de fil à Bercy. À mon avis, un certain nombre d'erreurs de conception, de précipitation, de dépassement budgétaire sont dues aussi à cette mise sous tension, qui est assez effrayante, de l'architecte par le monarque. Comme dans toutes les constructions du président, de nombreuses clés de lecture permettent de décrypter un sens caché. On repère aisément sur les façades de cet édifice monumental les thématiques des grands travaux de François Mitterrand. Les motifs représentés figurent une imposante pyramide à degrés avec son inverse, qui rappelle la pyramide du Louvre. Une grande arche surplombant l'escalier propose une entrée démesurée. Cet élément purement décoratif fait écho aux 3 autres arches qui se développent sur l'axe historique de Paris. L'arche de forme triangulaire, forme hautement symbolique chez les francs-maçons, évoque le plateau derrière lequel les officiers de loge sont amenés à s'exprimer. Les 2 piliers de la façade rappellent eux-mêmes immanquablement ce que l'on retrouve à l'entrée de tout temple maçonnique. Ces silhouettes familières, à l'imitation de l'antique, nous rappellent que, comme toujours dans les constructions du président, lorsque nous franchissons cet accès, c'est dans un temple que nous pénétrons. Si l'Opéra Bastille commémore en fanfare le 14 juillet 1789, d'autres œuvres énigmatiques, en marge des grands travaux, ont vu le jour sous la présidence de François Mitterrand. Parmi celles-ci, le monument des droits de l'homme tient une place singulière en raison du nombre et de la richesse des symboles qu'il véhicule. De façon stupéfiante, il se révèle également être un précieux jalon d'un axe sur lequel on retrouve, une fois encore, des lieux chers à François Mitterrand. La Grande Arche, l'Observatoire et le socle de la statue d'Arago, traversé par le méridien de Paris et comportant un de ses discrets médaillons installés en 1994. Le monument au Champ de Mars pour le bicentenaire de la Révolution française, d'une partie est consacrée à notre histoire et notre passé. Il y avait aussi ce souci de faire une espèce de pendant parce que la tour Eiffel, c'est la tour de puissance économique et on a l'école militaire qui est la puissance militaire. Alors la seule chose qui manquait dans l'histoire de Champ de Mars, c'était un monument qui porte une espèce de spiritualité. Bien qu'il s'agisse d'une commande de la mairie de Paris, François Mitterrand s'est officieusement impliqué dans toutes les étapes de la réalisation de cette œuvre. Ça m'a fasciné quand j'ai vu qu'il y avait dans sa personnalité une exigence très précise. Ce n'était pas simplement quelqu'un qui voulait juger les projets, mais qui avait envie de vivre avec les projets.
Il venait, il voyait, il voulait voir. Il touche, il prenait les sculptures, il se déplaçait, il aimait les détails, parce que ça la fascinait. Il faisait des choses qui sont peut-être assez surprenantes pour un président de la République, que de s'approcher d'une pierre, de poser ses mains dessus et de rester en silence là. Il me disait, mais cette pierre, c'est de l'énergie, ce sont des atomes qui dansent. François Mitterrand et Yvan Taymer partagent tous les deux le goût de l'allégorie et de l'ésotérisme, comme en atteste la commande confidentielle d'une série d'obélisques pour l'Élysée lors du premier septennat. Je pense que sur ce monument, on peut voir plusieurs choses. Il y a tous les symboles relatifs à la Révolution. Beaucoup sont à travers la franc-maçonnerie, puisque à l'époque de la Révolution, la franc-maçonnerie a joué un rôle considérable. Il y a des symboles solaires également sur la création du monde. L'encastrement des obélisques dans la façade résulte de la pensée égyptienne. L'obélisque, et c'était le point de référence entre le ciel et les pensées des hommes. Imagerie révolutionnaire, référence aux dieux de l'Antiquité, symboles maçonniques, tous les thèmes récurrents des constructions mitterrandiennes abondent et s'entrechoquent ici dans une accumulation ésotérico-symbolique. Il y a une espèce de mosaïque de références. C'est l'ouverture d'une certaine connaissance. Mais cette connaissance, à l'instar de nombreuses réalisations mitterrandiennes, n'est pas accessible à tous. L'intérieur du monument, invisible pour le public, réserve de nombreuses surprises. Sur le sommet du monument, il y a un oculus circulaire. Et on a calculé le moment où le soleil entrant par cet oculus toucherait une partie intérieure du temple au moment du solstice d'été. Et là, à l'intérieur, mais personne ne le voit, il y a un bas-relief qui rattache, si vous voulez, la déclaration de l'homme à l'éternité cosmique. Le deuxième symbole assez fort, c'est l'eau. Alors, il y a cet oculus qui est au sommet par lequel tombe la pluie, et également l'eau qui ruisselle sur le toit et qui revient au centre du temple par un jeu de canalisation. Donc cette eau cosmique tombe et est renvoyée et devient une eau tellurique, c'est-à-dire qu'elle va féconder la Terre. La fascination de François Mitterrand pour les symboles atteint son paroxysme dans ce monument méconnu. Rarement le goût du président pour le mystère et l'ésotérisme se sera affiché aussi ostensiblement. La célébration de la Révolution française de 1789 donnera néanmoins lieu à des constructions bien plus imposantes. Pour moi, ça reste le projet le plus symbolique de cette période. Ce projet porte vraiment l'empreinte de François Mitterrand sur le choix de l'architecte et sur la nature de la réalisation. Et là, il faut bien reconnaître qu'on est dans une république un peu monarchique. Rien n'est trop beau pour satisfaire la boulimie du président. Et l'Arche de la Défense devient l'Arc de Triomphe mitterrandien. Elle est l'œuvre de tous les superlatifs. 25 000 m² de verre anti-reflet. 35 000 m² du même marbre que celui utilisé par Michel-Ange. Mais aussi 300 000 tonnes soutenues par des piliers monumentaux au nombre de 12. Elle culmine à 110 mètres. Une hauteur qui permettrait d'abriter en son sein la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais revenons sur la raison d'être d'un tel édifice. Le quartier de la Défense est quelque chose qui s'est construit de façon très chaotique. On construit une tour, et puis après on en construit une autre, et puis ça s'échelonne dans le temps. Depuis des années, le quartier de la Défense ne réussissait pas à s'achever en quelque sorte. Donc ça posait un problème urbanistique et puis ça posait aussi un problème de disponibilité de terrain. Clore la Défense. C'était une vieille histoire
qui traînait depuis 20 ou 25 ans. Imaginez à la tête défense un geste architectural qui à la fois soit une fermeture et une ouverture. Cette construction monolithique prend place à l'extrémité ouest de l'axe historique parisien, un emplacement hautement symbolique. Elle est peut-être la dimension la plus ésotérique, avec cette étrange volonté de faire perspective entre l'arche du Carrousel, l'arc de Triomphe. Pourquoi cet alignement parfait? François Mitterrand avait à la fois conscience, bien sûr, et souci de dessiner ce grand axe, qui pour le coup est royal. On pense à Versailles, à une autre époque. Vous voyez bien combien un bâtiment comme l'Arche rattache la Défense à une histoire traditionnelle, à un Paris presque éternel, de cette façon. Cette voie royale, déjà enrichie par Catherine de Médicis, puis par le roi Soleil Louis XIV et Napoléon, se voit achevée par François Mitterrand avec la Grande Arche. Le président se place aux côtés des plus grands souverains bâtisseurs de l'histoire de France. Un curieux détail quant à la disposition de la Grande Arche attire cependant notre attention. La Grande Arche est construite sur les boulevards circulaires et sur les couloirs du RER. Donc tous les architectes confirment qu'il fallait légèrement décaler pour des contraintes techniques le monument. Cela étant dit, on a réussi à le rendre conforme en fait au décalage symbolique de 6 degrés 33 qui était observé au Louvre pour la pyramide. Ce même décalage de 6 degrés 33 s'observe à la fois dans l'orientation de la Grande Arche et dans l'angle que forme l'axe historique aux abords de la pyramide du Louvre. Hasard ou coïncidence? Le fameux décrochement de 6 degrés, on ne le retrouve pas que sur l'axe historique, on le retrouve dans un certain nombre de constructions plus souvent d'églises, sur un certain nombre de temples égyptiens. C'est une référence à des traditions non plus antiques cette fois, mais même préhistoriques, puisque c'est un décalage qu'on retrouve dans beaucoup d'alignements mégalithiques. Cela semble correspondre à des déclinaisons lunaires que les hommes de la préhistoire avaient observées. L'autre raison d'être de ce décalage est le déclenchement d'un axe parfaitement rectiligne. Grande Arche, Panthéon, Bibliothèque François Mitterrand. Et à l'autre côté de la planète, le célèbre temple égyptien de Dendera, lieu de naissance attribué à la déesse Isis. Le président bâtisseur inscrit ainsi en filigrane le lien invisible qui unit la ville lumière au lieu sacré de l'Égypte éternelle, tout en superposant les jalons de sa trajectoire personnelle. Le Panthéon et la bibliothèque qui devait ultérieurement porter son nom. Un autre élément vient confirmer cette relation ténue qui existe entre ces deux monuments. En effet, au célèbre zodiaque découvert par les savants de Bonaparte au sommet du temple de Dendera et qui se trouve désormais au musée du Louvre, répond la création par l'artiste Jean-Pierre Reynaud d'une œuvre gigantesque sur le toit de la Grande Arche intitulée « La carte du ciel ». Elle représente un zodiaque constitué de marbre et de granit sur une surface de plus de 4500 mètres carrés. C'était évidemment très tentant pour moi de communiquer avec le ciel. Et quelle plus belle fenêtre peut-on faire sur le ciel que d'inscrire la carte du ciel? Le choix de la représentation d'un zodiaque prend toute sa valeur quand on connaît la propension de François Mitterrand pour la lecture des astres. Je ressens en rencontrant François Mitterrand un homme très secret. C'est un homme qui avait donc une sensibilité intéressante. Il avait besoin de trouver des signes dans la vie. Et je pense que le zodiaque du haut de l'Arche de la Défense correspond quand même assez bien à cette forme de spiritualité assez introvertie peut-être, assez secrète. Mais comme toujours chez le président, ses croyances demeurent confidentielles et donc le zodiaque reste invisible. Même si le public ne pouvait pas tellement participer à ce projet, je me suis dit, ce qui compte, c'est pas ce qu'on voit. En réalité, ce projet, il est peut-être fait pour les oiseaux. C'est-à-dire qu'il est fait pour le ciel.
Et là, M. Mitterrand, là, c'est évident qu'il a compris que c'était ce qu'il fallait faire. Le même Jean-Pierre Reynaud devait créer ultérieurement au musée du Louvre, entre ciel et terre, une autre carte du ciel à la façon égyptienne, la voûte nucléaire. Les milliards de francs engloutis dans cette arche monumentale n'auront pas suffi à combler l'appétit du président bâtisseur. Il verra encore plus grand pour son œuvre testamentaire, la très grande bibliothèque. Dans sa frénésie architecturale, François Mitterrand annonce le 14 juillet 1988 la construction de ce qui sera le dernier de ses grands travaux. Je veux que soit entreprise la construction et l'aménagement de l'une des ou de la plus grande et de la plus moderne bibliothèque du monde. Faire la bibliothèque d'Alexandrie? La grande bibliothèque, bon, c'est lui qui l'a voulu. Mais c'est vrai que c'était un projet emblématique pour lui, pour quelqu'un dont toute la culture a été basée sur des livres. C'est vrai que c'était important de faire une cathédrale du livre, en quelque sorte. Cette bibliothèque, à mon avis, est clairement en lien avec celle d'Alexandrie, c'est-à-dire celle qui a été le phare du monde antique. Mitterrand l'avait sans doute en tête quand il a voulu réunir la plupart des savoirs dans la grande bibliothèque de France. C'est un bâtiment dans lequel il voyait l'accomplissement de son destin. Il y a dans ce monument quelque chose symbolisant son apport à ce pays. De fait, la grande bibliothèque constitue la plus vaste construction de François Mitterrand. S'étalant sur un site de 75 000 m², elle se compose pour sa partie émergée de 4 tours angulaires de 79 mètres et en sous-sol d'un bâtiment au centre duquel se trouve un jardin arboré. Ce projet réalisé par Dominique Perrault reçoit dès son origine la préférence de François Mitterrand. Dans le choix d'un artiste, dans le choix d'un architecte, il a pu favoriser un projet qui revêtait à ses yeux une certaine signification. Il y allait excessivement souvent avec l'architecte et il s'intéressait aussi au devenir de ce quartier. Il se projetait dans un monde où il ne serait plus. Comment serait l'Est parisien quand je ne serais plus là? Il y avait quelque chose, oui, cette quête d'éternité qui était assez forte, d'autant que il savait qu'elle s'appellerait la bibliothèque François Mitterrand. Plus que pour le Louvre, là, François Mitterrand entre dans le détail de ce qu'il veut faire à la grande bibliothèque. C'est lui, par exemple, qui impose cette idée de faire une sorte de cloître avec un jardin au milieu, ce qui a posé quand même de très grands problèmes techniques, dans la mesure où il peint, ça ne pousse pas dans des pots. Il a fallu, pour réaliser cette lubie présidentielle, transplanter plus de 130 pins soigneusement choisis et recréer tout un écosystème forestier. Car ce cloître central, inscrit dans la lignée des couvents médiévaux, se veut comme un jardin sacré au centre de l'édifice, un nouvel Éden une fois de plus inaccessible au public. Un symbole de l'espoir utopique d'un retour à l'âge d'or, temps béni de la mythologie, où les dieux se mêlaient aux hommes. Les références religieuses de ce jardin sont ici indéniables. Il n'y a aucun doute que François Mitterrand était un esprit religieux. Il a toujours été catholique, fiévreux et inquiet. Et le fait d'adhérer aux valeurs de la gauche laïque, etc., a probablement par moments occulté cette préoccupation spirituelle qui renaît, qui explose, qui ne se cache plus à la fin de sa vie. J'ai toujours eu le sentiment que, en fait, il était profondément agnostique, mais intéressé par la spiritualité, intéressé par les œuvres chrétiennes, et vers la fin de sa vie, sans doute plus tourné vers la foi catholique que la foi chrétienne. La conception de la très grande bibliothèque reflète en bien des aspects cette fascination de François Mitterrand pour des questions religieuses. On y décèle néanmoins nombre de symboles d'un autre ordre. Prenons les 4 tours par exemple. Leur forme en équerre laisse place à de nombreuses interprétations. Si, comme annoncé dans le programme de l'architecte, elles figurent 4 livres ouverts, leur nom même renvoie à des concepts chargés de sens. La tour des lois, la tour des nombres, la tour des temps et la tour des lettres
qui, assemblés, forment le socle de la connaissance universelle de la culture maçonnique. Mais cette très grande bibliothèque se révèle être surtout une arche conceptuelle, appuyée sur 4 piliers, dont le toit n'est autre, une fois de plus, que la voûte étoilée elle-même. Face à la volonté de François Mitterrand de conférer une dimension symbolique à son monument, les questions pratiques sont sacrifiées. Il y a de la part de François Mitterrand, incontestablement, et je crois que ça va s'accentuer à mesure qu'il se rapproche de l'échéance finale, l'idée de frapper les esprits en favorisant des projets architecturaux de caractère un peu pharaonique, au détriment de données techniques peut-être. C'est un aspect qui est assez évident dans la grande bibliothèque. C'est vrai que la grande bibliothèque, il y a eu au début en tout cas un vice de construction avec le soleil qui tapait sur les vitres et la chaleur qui risquait de décomposer les livres. Puis cette esplanade, qui n'est pas du tout pratique, notamment en hiver, quand les gens dérapent sur le verglas, et que cette esplanade se transforme en patinoire. Il considère plus en effet l'esthétique, le geste que le côté pratique. En même temps, c'est pas lui qui est chargé de voir comment la très grande bibliothèque va fonctionner, on doit mettre les livres, comment on les protège. C'était pas sa préoccupation, c'était l'œuvre architecturale, sa préoccupation. Plus généralement, c'est l'austérité de l'ensemble du bâtiment qui subit les attaques les plus virulentes. C'est vrai que ce n'est pas un bâtiment à tu et à toi. Il y a divers modèles de bibliothèque. Celui-là est un modèle plutôt, en effet, hiérarchisant, autoritaire, intimidant. Qui ressemble à Mitterrand, peut-être. Mais comme Mitterrand, il est faussement transparent aussi. En dépit de toutes ces attaques à l'encontre de sa très grande bibliothèque, François Mitterrand parvient à l'ériger dans les délais les plus brefs, sachant que ses jours étaient comptés. Qualifiée de nef amariaquais par la presse, cette bibliothèque restera le testament d'un homme hanté par son désir d'éternité. Il existe une autre œuvre crépusculaire, encore plus symbolique, dont la discrétion n'a d'égal que le mystère qui entoure sa conception. La barque solaire. Cette sculpture se cache dans les jardins du château de Rambouillet, à seulement quelques kilomètres de Paris. François Mitterrand a posé le sceau du secret sur cette barque solaire. En tout cas, l'omerta est toujours de rigueur quand on pose la question. Alors il y a une statue qui est troublante, c'est la barque solaire de Rambouillet. Vous la connaissez? Non. C'est étonnant ça. Non, non. Vous la connaissez? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous ne la connaissez pas ou... Peut-être que si, mais je ne peux pas vous en parler savamment, je ne sais pas. Curieuse réponse lorsqu'on sait que l'œuvre résulte d'une commande du ministère de la Culture. Alors quel indicible secret renferme cet étrange monument? Je parle de mystère à propos de cette statue parce que je me souviens très bien que ma première réaction, ça a été de penser à un monument pharaonique. La barque solaire du parc de Rambouillet est un exemple extrêmement important du choix et de l'amour de Mitterrand pour les formes et aussi pour la symbolique égyptienne. Il a toujours beaucoup aimé l'Égypte. D'ailleurs, il y était quelques jours seulement avant sa mort. Il avait même eu le projet, je crois, de mourir au fond en Égypte. Il est allé là-bas avec l'idée peut-être de ne pas en revenir. Il y avait quelque chose qui le rapprochait au fond de sa propre transcendance. Quand il était dans ces lieux, il avait l'impression d'être proche des forces de l'esprit. L'Égypte ancienne fut pour François Mitterrand une source d'inspiration dans laquelle il aura puisé toute sa vie durant. Mitterrand était un homme secret qui avait effectivement une attitude de sphinx. Le sphinx, justement, c'est le mystère à déchiffrer, c'est l'énigme qui est posée. Et il a trouvé en Égypte une terre à sa mesure, ou à sa démesure. C'est là qu'il a pris sûrement sa passion de construire. Il a lié à ce moment-là la notion de pouvoir à la notion de construire. En cela, il s'inscrit dans une très longue tradition de chefs d'État. Alexandre, César, Marc-Antoine, et bien sûr le fougueux Bonaparte. Et on voit que tous ces grands hommes comprennent qu'il y a quelque chose de profondément singulier dans cette Égypte ancienne. Sans doute cette stabilité, cette pérennité, cette persistance miraculeuse à travers les millénaires d'une telle civilisation. Sa manière de percevoir le temps, de s'inscrire dans la durée, de s'interroger sur la mort, explique son intérêt et sa fascination pour l'Égypte. C'est vraisemblablement dans cette perspective que François Mitterrand commande une barque solaire au sculpteur tchèque Karel Zlín. Que nous montre cette étrange sculpture?
Dans la mythologie égyptienne, un personnage navigue sur une barque funèbre, le regard tourné vers l'ouest. En dépit de son aspect hautement allégorique, les traits de ce personnage nous semblent étrangement familiers. Il est aussi signifiant que Mitterrand ait commandé une barque solaire avec un homme qui lui ressemble en tout point. Les traits sont évidemment mitterrandiens. À la différence de beaucoup d'autres, Mitterrand s'est souvent fait portraiturer, statufier, etc. Il prend la pose, il a poussé à ses représentations à travers les âges. Et là aussi, il y a quelque chose d'un peu monarchique, dernier des Capétiens. Comme pour la pyramide du Louvre, la très grande bibliothèque ou l'Opéra Bastille, on retrouve ici cette quête d'immortalité de François Mitterrand. Le choix de se tourner vers ces rites égyptiens n'est en rien innocent. Sa manière de percevoir le temps, de s'inscrire dans la durée, de s'interroger sur la mort, explique certainement en partie son intérêt et sa fascination pour l'Égypte, où des dieux, des héros traversent symboliquement un fleuve, une rivière, et traversent le temps et traversent la mort. On peut se demander si dans la statue que Mitterrand a voulu, si on ne retrouve pas cette symbolique du passage vers la mort, cette idée dont il parle souvent. Comme dans bien des mythologies, la barque revêt un sens déterminé dans l'Égypte antique. Ce sens n'a bien entendu pas échappé au président. Cette barque est importante parce que c'est la barque du soleil qui permet de transporter le corps du défunt sur le Nil vers l'ouest, là où il va être inhumé. Il est à l'image du soleil, c'est-à-dire qu'il va passer dans le ciel, il va traverser les heures du jour, se régénérer et devenir un être de lumière. C'est une très belle symbolique et je pense qu'elle n'a pas échappé à François Mitterrand. Elle lui a d'autant moins échappé que cette barque figure également le support d'un cadran solaire dont le gnomon, l'aiguille centrale, n'est autre que cet énigmatique passager présidentiel qui devient de fait le marqueur du temps, le maître du temps. La sculpture devrait pointer vers le couchant, lieu de séjour des morts chez les Égyptiens. Mais c'est vers le sud-est que se dirige cette barque. Dans l'axe précis des temples d'Abou Simbel du grand Ramsès II. Tel un pharaon égyptien, François Mitterrand regarde au loin, vers les rives de son éternité. Ce rêve ultime en partie réalisé grâce aux grands travaux. Grande partie des monuments qu'il fait construire sont dans cette même logique d'un souverain, d'un pharaon qui élabore délibérément un certain nombre de constructions, de rites pour assurer non seulement sa survie dans l'au-delà, mais sa divinisation, en fin de compte son apothéose. Au terme de notre enquête, il semble que les Français aient offert, sans réaliser leur véritable portée, les grands travaux qui ont permis à François Mitterrand d'accomplir sa vision de bâtisseur dans la ville lumière. Les dépenses faramineuses qu'il aura fait peser sur les budgets de l'État n'auront d'égal que sa détermination à laisser derrière lui une marque indélébile de son règne. Tous ces monuments énigmatiques, mêlés de subtils jeux d'alignement, de correspondance avec l'Antiquité et de résonances occultes, sont autant d'autels et de temples célébrant sa religion secrète, sa gloire terrestre et son immortalité. En 14 années de règne, François Mitterrand s'est inscrit dans la longue lignée de ses pharaons, de ses rois prêtres, de ses empereurs mystiques qui se voulaient dépositaires de l'autorité divine, mais dont les jours étaient comptés.